Alors, naviguer dans le système fiscal israélien, franchement, c'est un peu comme se retrouver face à un immense labyrinthe, mais sans le plan qui va avec. On a souvent cette impression de tomber sur une page d'erreur, vous savez, le fameux 404 introuvable. Les informations, elles sont un peu partout et en même temps nulle part, très souvent en hébreu, et la moindre petite erreur de compréhension peut très vite se transformer en un problème qui coûte cher. C'est un sentiment que beaucoup de francophones partagent, qu'ils soient nouveaux immigrants, investisseurs ou entrepreneurs. C'est un vrai casse-tête. Une mauvaise interprétation, et les conséquences financières peuvent être sérieuses. Alors aujourd'hui, notre mission, c'est de transformer cette page d'erreur en un guide qui soit enfin clair et pratique. Pour y arriver, on va décortiquer ensemble les 5 pièges fiscaux les plus courants qui attendent les francophones en Israël. Allez, c'est parti. Bon, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec le premier piège. Et celui-là, c'est un grand classique, la fameuse exonération fiscale de 10 ans pour les nouveaux immigrants. Beaucoup de monde pense que c'est une sorte de chèque en blanc fiscal, mais en réalité, c'est bien plus nuancé que ça. En fait, la règle d'or est assez simple à comprendre. Cette exonération ne couvre uniquement que les revenus qui sont générés hors d'Israël. Par exemple, un loyer qu'on perçoit en France, exonéré. Par contre, un salaire pour un travail qui est physiquement fait en Israël, eh bien ça, c'est imposable dès le premier jour. Le critère clé, le seul qu'il faut vraiment retenir, c'est l'origine géographique du revenu. C'est ça qui décide de tout. Si la source du revenu est en Israël, alors ce revenu est imposable en Israël. C'est aussi simple que ça. Et cette idée d'origine, elle nous amène tout droit au deuxième point qui est en fait la pierre angulaire de tout le système, la résidence fiscale. C'est ce concept qui va tout déterminer pour la suite. La loi israélienne, elle va bien plus loin que le simple fait de compter les jours passés dans le pays. Non, elle s'intéresse à un concept bien plus large, le Merkaz Achaim. En français, on traduirait ça par le centre des intérêts vitaux. En gros, la question c'est où est-ce que la vie d'une personne se passe réellement ? Et pour déterminer où se trouve ce centre, le fisc va regarder des choses très concrètes. Où est le domicile principal ? Où les enfants vont-ils à l'école ? D'où proviennent les revenus ? C'est vraiment une vision à 360 degrés de la vie de la personne. Du coup, cette fameuse règle des 183 jours, il faut la voir comme un simple indicateur, une présomption. Ce n'est absolument pas une certitude. On peut tout à fait passer moins de temps que ça en Israël et quand même être considéré comme résident fiscal si le centre de vie y est clairement établi. Et à partir du moment où l'on est résident fiscal, une autre porte s'ouvre, ou plutôt un autre piège potentiel, celui des comptes bancaires détenus à l'étranger. Surtout à notre époque où tout est connecté. Il faut être clair, aujourd'hui, le secret bancaire, c'est de l'histoire ancienne. Plus de 100 pays, et bien sûr la France et Israël en font partie, échangent de manière totalement automatique les informations sur les comptes bancaires. C'est un système qu'on appelle le CRS. Bref, la transparence n'est plus en choix. Pour que ce soit bien concret, imaginez. Un résident fiscal israélien a un compte en France. Sa banque française va signaler ce compte au fisc français qui, à son tour, va transmettre l'info au fisc israélien. L'information circule, le fisc est au courant ou le sera très bientôt. Donc, oublier de déclarer ses comptes, ce n'est pas une bonne stratégie, c'est une erreur qui peut coûter très, très cher. Passons maintenant à un domaine que beaucoup connaissent bien, l'immobilier. Et là, il y a un impôt qui, s'il n'est pas bien anticipé, peut transformer un excellent investissement en un véritable cauchemar financier. Cet impôt, c'est le Menas Shivar, l'impôt sur la plus-value immobilière. Et l'erreur la plus classique, c'est de croire que la vente de sa résidence principale est automatiquement exonérée. Attention, c'est loin d'être aussi simple que ça. Pour pouvoir être exonéré sur la vente de sa résidence principale, les conditions sont en fait très strictes. Il faut avoir possédé le bien pendant au moins 18 mois, il faut que ce soit le seul et unique bien immobilier en Israël, et même si ces conditions sont remplies, il y a des plafonds de valeur. Vendre sans avoir calculé cet impôt à l'avance, c'est prendre le risque de voir une grosse partie de son bénéfice s'envoler. On termine avec un piège qui concerne cette fois les entrepreneurs. Il se cache dans la toute première décision à prendre au moment de se lancer, quel statut d'indépendant choisir. D'un côté, on a l'OSEC Patour, l'indépendant exempté. C'est plus simple, sans gestion de TVA, mais c'est limité en chiffre d'affaires. Le choisir par défaut juste pour la simplicité, c'est une erreur fréquente. Pourquoi ? Parce que si l'activité a pas mal de frais ou si les clients sont des entreprises, l'autre statut, l'OSEC Mourchet, est souvent beaucoup plus judicieux dès le départ, car il permet de récupérer la TVA sur toutes les dépenses professionnelles. Finalement, en regardant ces 5 pièges, on voit bien qu'il y a un fil rouge. Le vrai danger, au fond, ce n'est pas tant la complexité des règles elles-mêmes, c'est le manque de planification. C'est le fait de réagir aux problèmes au lieu de les anticiper. En matière de fiscalité israélienne, il y a une certitude. Ce qu'on ignore peut faire très très mal au portefeuille. L'ignorance n'est tout simplement pas une défense. La seule clé, c'est d'être proactif.
L'objectif de tout ça, c'est de passer de cette sensation de page d'erreur 404 à la sérénité de savoir où l'on met les pieds. Alors maintenant que ces pièges sont un peu plus clairs, la vraie question à se poser est: quelle sera la première action concrète à mettre en place pour sécuriser sa situation ?